Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui j'interroge Prune Nourry. Prune Nourry est une artiste plasticienne française qui vit à New York et parcourt le monde une œuvre après l'autre. Sa démarche artistique est profondément ancrée dans la matière et dans le savoir-faire. Elle sculpte, elle modèle, elle dessine, elle fait. Si l'art l'habite depuis toute petite, elle a rencontré la technique sur les bancs de l'école Boulle et incarne aujourd'hui une génération d'artistes artisans qui se jouent des frontières entre la pensée et le faire. Bonjour Prune Nourry. Bonjour Raphaël. Comment la matière est entrée dans votre vie ? Ça a commencé petite, c'était présent chez vous, la matière, les outils, les objets Alors je viens pas d'une famille d'artistes ou d'artisans, mais il y avait du tissu, puisque ma famille travaillait dans le tissu et je me souviens me cacher dans des différentes matières de tissu étant petite. Après, c'est surtout, je dirais, sur la plage de Normandie où j'allais beaucoup quand j'étais petite, sous les falaises. Il y avait un bateau échoué et ce bateau échoué, plus le temps passait, plus il se disloquait. Et un jour, alors que des œuvres devenaient épars ça et là, rouillées, magnifiques, on aurait dit des Richard Serra, j'ai décidé du coup d'organiser une exposition. J'avais peut-être 10-12 ans. On l'a appelée éphémère, on a fait ça en famille. J'ai encore l'invitation. On a invité tous les copains du coin, etc., avec du champagne. On a fait un vernissage et tout le monde demandait « mais qui est l'artiste ? Qui est l'artiste ?» Et l'artiste, c'était la mère. Et c'est cette rouille, ce matériau qui vieillissait avec le temps. Je pense aussi au sable qui vient le travailler, à l'eau qui vient le travailler. On est toujours dans une rencontre entre les éléments et la matière, quelle qu'elle soit. Et le temps aussi, le temps qui passe sur les choses. Et comme artiste, je pense qu'on prend toujours aussi conscience du temps. Déjà parce qu'on veut que nos œuvres résistent, mais aussi parce que le processus fait partie aussi de l'œuvre. La transformation, il y a vraiment cette idée de métamorphose de la matière qui est soit entre nos mains, mais aussi à travers le temps. Donc il y a toute cette part qu'on ne maîtrise pas aussi qui, pour moi, est passionnante et je pense pour tout artiste et tout artisan. Le bois, par exemple, le bois c'est un matériau extrêmement organique. Là, je viens de finir des œuvres en chêne qu'on a brûlées selon une technique japonaise que j'avais découverte sur l'île de Naoshima où toutes les maisons de pêcheurs sont réalisées comme ça pour protéger le bois. On appelle ça le bois de 100 ans et c'est pour le protéger en fait du sel de la mer, des embruns. Et ça donne un bois noir brûlé comme du fusain, comme du charbon. Et j'en ai fait du coup des œuvres, sauf que rien que là, les différences de température entre tel atelier, entre la galerie, etc., elles commencent déjà à craquer d'une manière que je ne maîtrise pas. Si ça se trouve, elles vont se casser. On a décidé mais ça je voulais le faire avant même de voir comment elles évoluaient, de les mouler et d'en faire des bronzes noirs où on a l'impression avec la patine, c'est une patine qu'on appelle noir de fumée, que Franck Barboiron, qui est un artisan avec qui je travaille, a mise au point.
Du coup, on a vraiment l'impression d'être face à du bois. Et c'est craquelé, c'est du bois debout. Il y a une forme on ne sait pas si on est dans le feu, dans le bois, dans les éclairs, dans la peau. Et c'est ça, c'est ce jeu avec la matière que j'aime beaucoup. Alors ce coup de foudre fondamental, il a quand même été accueilli chez vous. C'est-à-dire que votre lien, votre fascination pour la matière a trouvé sa place dans votre famille. On a accueilli ça. Oui, j'avais cette chance. Après, j'ai quand même dû l'imposer au fur et à mesure, parce que c'était pas quelque chose, je veux dire, qui était accepté, mais pas forcément respecté. Ça a pris du temps. Ça a pris le temps de montrer que j'avais qu'une seule idée en tête et que j'avançais et que j'avais pas forcément besoin de passer par 1000 ateliers d'artistes cinquantenaires pour pouvoir apprendre, que je pouvais aussi apprendre des autres, mais en faisant mes propres projets, et que comme ça, je gagnais du temps sur ma pression, celle que je me mettais ou celle qu'on me mettait, mais de commencer, je suis sortie de l'école Boulle à 21 ans avec mon diplôme des métiers d'art. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je sais pas très bien, mais en tout cas, je me suis dit directement, je me lance, je fais ma première exposition avec les moyens du bord, et au moins je me mets pas de pression sur les épaules, je rate, c'est pas grave, j'aurai le temps de penser autre chose, de faire autre chose, et au moins je serai allée au bout de ce qui semble être plus qu'une passion. Donc une seule idée en tête, l'idée en tête c'était de créer, de fabriquer, les deux, c'était la même chose pour vous? Oui, c'était la même chose, complètement, parce qu'une idée, c'est bien, mais si on la réalise pas, elle ne vaut rien d'une certaine manière, elle frustre aussi. Je pense que j'ai appris au fil du temps qu'il y avait des petites idées et des grandes idées, qu'il fallait pas n'avoir que des idées qui mettaient des années à être réalisées, comme certains projets que j'ai pu faire à grande échelle, comme les Terracotta Daughters en Chine, qui m'ont vraiment donné des cheveux blancs, qui étaient aussi des gros projets en termes de fabrication d'œuvres, mais aussi de production, puisqu'il y a eu un tour du monde, il y a eu un enfouissement, enfin des choses qui étaient très complexes à réaliser. Je m'en rendais pas compte, j'avais 25 ans quand j'ai commencé ce projet. En fait, c'est 108 sculptures taille humaine qui sont inspirées de 8 petites filles existantes qui ont accepté d'être les modèles du projet, qui sont orphelines, et à partir des 8 sculptures que j'ai sculptées, qui sont comme des portraits d'elles hybridés avec les soldats de terre cuite, qui eux datent d'il y a plus de 2000 ans, mais qui sont une armée d'hommes à Xi'an en Chine. J'ai collaboré en fait avec un artisan principalement, Wen Xianfeng, avec qui j'ai fait les moules sur mes sculptures. Puis, à partir des têtes, bustes, jambes, on a réalisé 108 sculptures toutes différentes. Et là, je lui ai demandé de collaborer en transformant chacun des visages à sa manière. Il les a signées les 108, elles ne seront jamais à vendre. Elles sont enfouies, je les ai enfouies en Chine dans un lieu tenu secret jusqu'en 2030, où on les excavera, qui est la date où il y aura le plus grand déséquilibre homme-femme, le plus d'hommes à la recherche de femmes pour se marier et qui ne les trouveront pas puisqu'elles ne sont pas nées, dû à la sélection du sexe qui existe depuis des centaines d'années, mais qui est principalement due en fait aux échographies, à la manière dont on a utilisé les échographies à mauvais escient pour pouvoir sélectionner le sexe de l'enfant et si c'était une fille, avorter. Donc les avortements sélectifs. Alors, je vais vous faire une petite digression parce qu'on a eu la chance de vous avoir lors du forum qu'on a organisé en février dernier pour les étudiants en métier d'art. Quelqu'un vous a posé la question, est-ce qu'il y a des limites à votre art? Et vous avez parlé de cet exemple-là en disant qu'il y avait des limites éthiques avec ce que les autres personnes engagées dans votre projet pouvaient accepter ou non. Et vous aviez parlé de cet artisan qui avait représenté sa fille. Parmi les 108 exemplaires, il y en avait un qui était réaliste et ça posait un problème. Vous pouvez nous raconter cette limite-là et comment ça vous a fait réfléchir? Je pensais enfouir 108 sculptures, alors que j'étais dans le processus qui déjà m'a pris 9 mois à trouver un lieu. Je voulais pas d'échange monétaire avec le propriétaire, sachant qu'il n'y a pas de propriété en Chine. Donc c'était aussi cette difficulté-là. Et par un ami artiste chinois qui m'a dit « Tiens, je connais quelqu'un à tel endroit. Alors il ne parle pas anglais, il ne parle pas français, mais débrouillez-vous. » On a fini par trouver un terrain d'entente, sauf qu'il m'a dit « Ok, mais dans 3 semaines. » J'avais 3 semaines pour creuser un trou de la taille d'une piscine olympique, pour faire venir un transport sur plusieurs milliers de kilomètres, pour trouver les fonds aussi, faire un emprunt pour pouvoir financer ça. Je me suis rendu compte que ça me coûterait 3 fois plus que ce que j'avais prévu, etc., etc. Enfin bon, tout ça financé par la vente de mes œuvres, donc très compliqué. Et à ce moment-là, j'entends dire, mais vraiment j'entends dire de loin, mais je l'attrape au vol parce que ça fait sens, qu'il ne faut pas enfouir des représentations de personnes vivantes. En Chine, ça ne se fait pas.
Et je réalise qu'en fait, oui, mes 108 sculptures sont issues de petites filles existantes, mais les 8 originales, mes 8 sculptures, je les ai vendues pour financer les 108, qui elles ne seront jamais à vendre. Tout va bien, puisqu'elles sont très éloignées des originales, elles n'ont plus rien à voir exactement avec les originales, qui, elles, ne sont pas destinées à être enfouies. Sauf que je me rappelle que sur les 108, l'artisan Wen Xianfeng, à un moment donné, m'avait dit « Tiens, ça serait chouette si on prenait le portrait de ma fille. » Alors lui, encore une fois, tout ça s'expliquant par geste, avec la petite fille, etc. Parce que j'ai travaillé plus d'1 année sur place sans parler la langue. Là-bas, ils parlaient une langue locale, donc ça servait à rien que j'apprenne le mandarin de toute manière. Puis j'en avais pas forcément la capacité en si peu de temps. Et puis du coup, je réalise qu'en fait, non, c'est pas possible, on peut pas. Il faut qu'on parte à la recherche de sa petite fille. Alors, j'avais invité les petites filles du projet, j'avais invité pour le fameux enfouissement. On avait pensé comme une cérémonie, il y avait les petites filles, il y avait les sociologues chinois qui m'avaient aidé pour réfléchir le projet, Wen Xianfeng, l'artisan que j'avais invité, les 8 collectionneurs qui avaient acheté l'une des 8 originales pour financer le projet. Donc comme une grande famille, tout le monde se retrouvait là pour la cérémonie d'enfouissement. Et donc je dis à Xianfeng, allez, essaye de retrouver ta fille parmi tout ça. Et donc, on a passé 1 heure à chercher la sculpture qui correspondait à sa fille, puisqu'elles avaient été toutes mélangées. Et là, on l'a enlevée. Et en fait, il y en a, on ne sait pas, mais 107 enfouies, non pas 108. Alors, on va revenir en arrière parce qu'il y a une évidence, c'est votre démarche artistique. Depuis toute petite, vous faites une exposition à 10 ans. Et du coup, il y a comme un paradoxe, c'est que c'est une école de métier d'art que vous choisissez au moment où il s'agit de choisir des études pour apprendre un métier. Pourquoi ce choix-là, à ce moment-là ? Il y avait 2 choses. Il y avait le temps. Je trouvais que 5 ans d'études aux Beaux-Arts, c'était trop long pour moi. J'avais envie d'apprendre sur le terrain. Et le savoir-faire, qui était le fait d'avoir des professeurs qui sont artisans, qui m'apprennent la matière, le savoir-faire de la sculpture, et ensuite l'aspect conceptuel, on va dire, je le développerai par la suite. Il était principalement en moi. Donc je me disais, je vais apprendre ensuite sur le terrain. Voilà, mais c'était un choix, puis c'était peut-être aussi l'envie de pas être une artiste parmi plein d'autres artistes et d'être au contraire, je pense, mon intuition m'a amenée vers aussi l'artisanat parce que voilà, c'était quelque chose où je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais des collaborations. Plus tard, cette recherche sur la matière, ce respect du savoir-faire, cette aussi intuition peut-être de savoir que même si moi je voulais apprendre à faire, j'avais déjà un intérêt pour tellement de matériaux différents que ma curiosité n'était possible qu'à partir du moment où j'allais travailler avec des gens qui, eux, se spécialisaient sur toute leur vie. Et en fait, c'est ça. C'est que moi, ce qui me permet aussi d'avoir cette liberté dans mes projets, dans les idées, dans la réalisation de ces idées, c'est justement d'aller à l'écoute de mon intuition, rencontrer différents artisans qui, eux, ont une vie entière de savoir-faire et de pouvoir penser ensemble à comment arriver jusqu'au bout d'une idée qui, eux, leur semble parfois impossible. Sauf que moi, j'ai pas le savoir-faire pour savoir que c'est impossible, donc je vais pousser. Et au final, parfois, elle va réussir à se réaliser et on sera tous les 2 ravis. Et je pense que vous avez aussi appris à l'école Boulle, vous me corrigez si c'est faux, mais un langage technique et une intelligence technique qui vous permet d'avoir ce dialogue avec des artisans de toute matière. Et ce respect aussi qu'on sent beaucoup, vous l'avez déjà fait depuis le début de ce podcast, il n'existe pas un moment où vous parlez d'artisan sans donner son nom. C'est rare, ça. Je pense que je l'ai appris beaucoup à l'école Boulle et beaucoup sur le terrain après. Parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend à l'école, il y a plein de choses qu'on peut ne pas apprendre, parce qu'il n'y a pas tant d'heures d'atelier que ça. Moi, c'était 16 heures de mon temps, il n'y a pas si longtemps, et c'était déjà pas beaucoup. Comme je faisais des projets en parallèle, je montais déjà mes petites expos, etc. J'allais voir d'autres ateliers, le métal, la ciselure, pour leur demander conseil, pour faire mes structures à côté. Il y avait, je pense, le fait aussi de faire des projets déjà à côté dès l'école et d'aller vers d'autres artisanats parallèles, à voir d'autres profs, leur demander conseil, c'est super important. Et ça, j'espère que c'est toujours le cas. Ça dépend bien sûr aussi des profs et des artisans, mais la plupart sont très ouverts à ça.
Et ensuite, le terrain, c'est essentiel parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps d'apprendre, comme le moulage, par exemple. J'ai appris le moulage avec du silicone à la sortie. À l'école Boulle, on avait à la fois les moyens de temps et d'argent que pour faire du plâtre. Mais ensuite, en sortant, j'avais eu la chance de rencontrer à travers Yoran Lebovici, mon prof à l'école Boulle, un artisan qui était spécialisé dans les nouveaux matériaux vendus normalement qu'aux États-Unis, qui sont d'une marque, que je n'ai pas envie de citer de marque là, mais qui sont utilisés dans les SFX sur les films, etc. Et moi, je voyais ce petit monsieur brésilien, Mario Benicio, et sa femme Angélique, qui était grande, blonde, magnifique. On avait l'impression que c'était un magicien qui sortait des matériaux de son chapeau, et sa femme à côté, sublime à paillettes. Donc il y avait vraiment ce côté matériaux magique que j'ai peut-être découvert en 1 heure à l'école Boulle grâce à Yoran. Mais après, c'était à moi, en sortant de l'école, d'aller voir Mario, de le convaincre de me sous-louer une partie de son atelier pour pouvoir, en lui achetant des matériaux qu'en échange il m'apprenne. Et j'ai eu une formation comme ça parallèle après l'école grâce à ça, parce qu'on s'est pris d'amitié l'un pour l'autre et c'est encore un ami aujourd'hui. Alors, on va commencer à parler d'anges gardiens parce que j'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Et justement, vous étiez à l'école Boulle il n'y a pas si longtemps. Vos professeurs y sont encore. Et c'est comme ça que nous, on vous connaît. On a eu la chance d'arriver jusqu'à vous. C'est que Yoran Lebovici, qui est donc professeur de sculpture sur bois à l'école Boulle, quand il parle de vous, il dit « notre prune ». Parce que vous êtes comme une emblème pour l'école, parce que vous avez un parcours qui est très inspirant pour les élèves, mais aussi pour les professeurs qui vous ont amenés jusque-là. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette rencontre avec Yoran parce que j'imagine que vous allez avoir des jolies choses à nous raconter. Alors moi, je le présente toujours comme un duo Yoran et Patrick et Yoran, parce qu'on commence avec une année avec Patrick Blanchard, qui est artisan, et qui est l'essence même de l'artisan, qui a une structure, une connaissance de la technique et de la matière hallucinante. Moi, ça a été pas mon année la préférée, dans le sens où je pense que voilà, il y avait 3 mois d'affûtage. L'affûtage, c'est pas mon truc. On tombe sur les outils. Donc le tiroir avec une centaine d'outils des années précédentes, et il suffit que vous tombiez sur un bon élève génial. Moi, j'étais tombée sur un super mauvais élève, donc il y avait beaucoup de travail, et en plus de ça, j'étais pas douée. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et c'était pas mon fort. Et puis ensuite, par contre, de petit à petit, apprendre le sens du fil en faisant des formes géométriques, des étoiles, et puis petit à petit, d'aller choisir et de pouvoir sélectionner l'imagier qu'on voulait faire. Et là, je partais déjà vers la mythologie, vers l'hybride, vers des faunes, etc. Mais bon, c'était une année vraiment formatrice, très complémentaire justement de l'année d'après, où on arrive dans les bras de Yoran, qui est vraiment entre le meilleur ami, le gourou. Il est étonnant parce qu'il y a cette liberté, il est artiste. Et il a cette liberté, mais en même temps cette pédagogie. Et c'est pas simple d'être artiste et d'être bon pédagogue, en fait. Moi, je pourrais pas faire ce qu'il fait. Je suis vraiment impressionnée. Donc, on a fait beaucoup d'anatomie. Donc, cette année-là, passionnante parce que l'anatomie me passionnait. Beaucoup de dessins. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nus, par exemple. C'est vraiment justement le dessin, le nu. On devrait avoir plus d'heures d'atelier pour faire ça parce que c'est complètement complémentaire de la sculpture et de l'œil, d'affûter son œil. Et ensuite, Yoran, par exemple, nous amenait dans des aventures. Chaque année, il y a une aventure, et il y a une année, c'était un saut en parachute. Une autre année, c'était de se retrouver devant une dissection de cheval. Une autre année, moi, c'était les puces de Clignancourt, un petit peu moins exotique, mais en même temps, un monde à découvrir. Et on devait tous choisir un objet à moins de 10 €. Et à partir de ça, créer tout un projet. Et je pense que j'ai beaucoup appris de ça, parce que de partir d'une sorte de chasse au trésor qui était tout à fait mon ADN. Moi, je viens d'une famille où on adore les brocantes, de ma grand-mère jusqu'à mes petits cousins. C'est vraiment, j'ai été élevée avec tiens, on te donne 1 € et débrouille-toi à l'intérieur des puces dans le sud de la France. Il y a vraiment ce côté chasse au trésor qui ensuite a mené petit à petit à imaginer plusieurs grands projets sur le papier qu'on n'a pas réalisé, mais il y avait vraiment cette idée de partir d'un embryon d'idées et d'aller vers du projet complètement fou. Voilà, donc ça, je pense que ça m'a vraiment formée pour la suite. Et ensuite, la dernière année, c'était de faire son propre projet, donc sous l'œil bienveillant et super curieux et ouvert et cultivé de Yoran. Donc ça, c'était vraiment aussi pour... Et puis on était 6, c'est quand même une chance. On était 6.
On est 4 à avoir eu notre diplôme, mais on était 6. Donc, diplôme ou pas diplôme, on sort de tout ça avec ce qu'on a appris pendant toutes ces années. Donc, Et justement, quand vous êtes sorti de tout ça, votre calcul d'arriver au monde de l'art, de la création, qui était clairement calcul, je pense pas. Hein. Le calcul n'est pas un bon mot, mais votre intuition, vous avez dit intuition, d'aller vers l'école Boulle et vers l'artisanat et faire ce parcours d'humilité. C'est ce que vous dites quand vous êtes face à vos livres et que vous passez 3 mois à limer. C'est ce que j'appelle un parcours d'humilité qu'il faut aller se cogner quand même, que vous avez fait. Quand vous arrivez en tant que jeune artiste sortant de l'école Boulle, est-ce que vous avez dit que c'était un bon choix d'avoir fait ça comme ça? Est-ce que vous avez été accueilli comme artiste avec cette étiquette entre guillemets école Boulle? Est-ce que ça marche? Alors, oui et non. Déjà parce que c'est une école française qui, je pense, tend à se faire découvrir à l'international, mais à l'époque, non. Et puis, dans le monde de l'art, non plus. À l'époque, encore une fois, c'est en très peu de temps, beaucoup de choses ont changé, qui n'étaient pas reconnues. Je me souviens déposer des dossiers pour avoir des ateliers, etc. Et on me disait, écoutez, si vous aviez fait les Beaux-Arts, oui, mais là, l'école Boulle, non. Et en fait, on sort de cette école, il manque, quand on veut être artiste contemporain, le réseau. Et malheureusement, c'est une donnée hyper importante de ce monde. Je pense que les Beaux-Arts le donnent, cette patte blanche, cette carte. Donc voilà, mais moi je l'ai pas pris du tout comme... c'est pas quelque chose contre lequel je me suis heurtée et ensuite que j'ai pas voulu dépasser. J'ai pris ça comme justement une force de plus d'apprendre à évoluer, à trouver d'autres solutions et à organiser ma première expo toute seule et à devoir me débrouiller pour justement trouver mon premier atelier et ainsi de suite. Et comment vous avez fait? Par quel bout vous avez commencé? Je me suis rendu compte que j'étais pas douée pour les dossiers, mais bon, ça, je pense que ça m'a pas pris très longtemps de m'en rendre compte. Aussi, je suis pas forcément patiente, donc certaines choses, je le suis complètement, mais pas là-dessus. Le fait d'attendre 2 ans pour avoir une réponse et ne pas faire cette idée entre-temps, le problème c'est qu'en fait je passais déjà à autre chose. Je me souviens avoir proposé la Villa Kujoyama à Kyoto avec une idée de projet qui était déjà derrière moi. J'ai mis tellement peu de passion à proposer le projet alors que je suis arrivée en finale, même moi j'y croyais plus. Donc ça, je pense que c'est une donnée très importante, c'est d'y croire. Et même si parfois en fait on doit s'auto-convaincre qu'on y croit, parce que si vous n'y croyez pas au début, qui y croira? Et ça, c'est hyper complexe de réussir à se faire confiance, à faire confiance à son idée. Et c'est ça que vous aviez comme capital, c'est de croire en vous. Pour y arriver quand même toute seule, vous êtes allée ouvrir les portes une par une. Je pense pas que c'était croire en moi, parce que malheureusement j'ai 1 milliard de doutes et je continue à en avoir, et je me suis rendu compte que je suis très contente d'en avoir parce que je pense que c'est important, c'est comme ça qu'on avance. Mais une sorte d'évidence que en fait je ne saurais pas faire autre chose. C'est ça, je ne suis bonne à rien d'autre. Donc voilà, j'allais juste vers ce qui me parle. Je continue de fonctionner comme ça et je pense que c'est de faire confiance à son intuition. Et comment vous faisiez pour les sous au début? Alors, comment j'ai fait? Il y a une partie que je peux pas forcément raconter parce que je pourrais la raconter dans quelques années, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une sorte de... Comment dire? Ange gardien? Non, de ratage de la banque. Un truc très bizarre qui m'a permis de mettre ça sur mon petit livret A. Incroyable. Et d'acheter des matériaux au bout d'1 an. Ensuite, il y a ma première expo où j'ai investi dans le carton d'invitation en me disant je crois dans le fridge art. Et en effet, elle s'est retrouvée sur le frigidaire de quelqu'un qui avait comme ami une grande collectionneur qui a vu ça et qui a dit j'adore, je veux y aller, qui est venu ce soir-là, qui ne m'a pas lâché d'une semelle, qui m'a dit comment je peux t'aider. Le lendemain, elle était dans mon atelier qui était en gros mon salon, qui était en gros la taille de mon appart. Et elle m'a dit comment je peux t'aider. Et je lui ai dit vous m'achetez une œuvre, l'argent sera remis directement dans de l'achat de matériaux pour faire une autre œuvre et ainsi de suite. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a pris 2 œuvres, ça m'a financé une partie de mon atelier, une partie de mes matériaux, et j'ai pu faire plus d'œuvres que j'ai au fur et à mesure réalisées comme ça. Comme le projet Terracotta d'auteur, si j'avais su au départ que ça allait me coûter plus de 3 ans de ma vie, un chiffre hallucinant, on peut pas dire de chiffres? On peut pas, pour avoir une idée? Non, parce que c'est pas intéressant, c'est pas ça l'idée, mais c'est très cher. Trop. On m'aurait dit ça au départ, je serais partie en courant. C'était surtout des emprunts sur emprunts, donc il fallait rembourser au fur et à mesure, donc beaucoup de pression. Mais en fait, de pas le savoir au départ et de partir un peu. Il y a une part un peu de tête brûlée, mais que je regrette pas du tout. Alors, il y a une question que je pose beaucoup aux artisans d'art, c'est intéressant de vous la poser par rapport à votre rapport au corps, c'est où est-ce que vous avez mal le soir après une journée à l'atelier? Ah, les épaules. Donc, c'est les épaules. Le haut des épaules, carrément.
Les deltoïdes. Et comment vous prenez soin de votre corps alors, pour qu'il dure? L'acupuncture. Ouais. Les étirements. Ouais, c'est vraiment ça. Je fais pas assez de sport, mais j'essaye d'en faire au moins 2 heures par semaine depuis que j'ai été malade, parce que la maladie m'a ramenée aussi à mon corps. Bien sûr. Et l'acupuncture, qui était déjà un peu là dans ma vie bizarrement, mais sur mes œuvres, et qui en fait petit à petit a pris beaucoup de place suite à la maladie, dans à la fois le traitement et ensuite dans mon quotidien. Et cette envie d'international, le fait que vous partiez à New York, ça nous embête, nous, que notre prune, elle soit à New York. C'est comment là-bas par rapport au métier d'art et aux artisans? Alors si ça peut vous rassurer, j'ai été invitée par un centre d'art, The Invisible Dog, qui est tenu par un Français, égyptien, franco-égyptien, Lucien Zayan. Ça nous rassure un peu. Qui vient, lui, du monde de l'opéra, du Festival d'Aix, des arts vivants, et qui, en fait, a tout quitté pour partir à New York, à Brooklyn plus exactement, parce que c'est devenu sa rue, c'est devenu le roi de Bergen Street. Il ne sort pas de sa rue, qui est un endroit assez dingue, comme un petit village à Brooklyn. Et moi, je suis partie là-bas parce qu'invitée en résidence là-bas. Mais c'était une résidence de 6 mois et j'y suis restée 8 ans, donc, et j'y suis encore. Il y a vraiment cette décision, encore une fois, très intuitive, puis en même temps pas très compliquée. Hein. Je veux dire, partir à New York, c'est plutôt un rêve, et c'est très banal. Et le fait de partir pour 6 mois et de rester plusieurs années, c'est aussi très banal. Un Français, une Française à Brooklyn, c'est très banal. Mais mes rencontres là-bas n'ont pas été banales. Et en fait, tout ce que j'ai appris sur place, cette communauté d'artistes que j'ai rencontrée là-bas, ça c'est incroyable. Après la partie artisanat, justement. C'est comment? C'était, je revenais en France en fait. J'ai jamais arrêté de travailler avec des artisans en France. J'ai pas trouvé du tout aux États-Unis ce qui existe en France. Il y a des artisans, il y a une fonderie d'art avec laquelle j'ai travaillé, exceptionnelle, qui travaille avec Louise Bourgeois, avec tous les grands, tout Kiki Smith, avec tous les artistes que j'adore, Frank Stella. Mais cette fonderie d'art, en plus elle est en haut de la Hudson River, il faut longer en train la Hudson River pendant 1 heure. On arrive à Beacon, là où il y a la Dia Foundation, c'est un endroit magique pour toute personne qui passe à New York. Partez là-bas, c'est trop beau. À toute saison, en plus, ce trajet en train est dingue. Asseyez-vous du côté gauche. Et du coup, ma fonderie était là-bas et j'ai travaillé là-bas plusieurs années. Au départ, ils me faisaient des prix de jeunes artistes et encore, c'était très élevé pour moi. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, ça ne faisait qu'augmenter. Et c'est juste impossible de trouver un bon artisan à un prix qui se respecte pour un artiste qui commence. Impossible. Alors qu'ici en France, il y a un respect de l'artisanat, parce qu'il y en a plus en fait, il y a plus de qualité. Donc en fait, on est dans une forme d'équilibre entre qualité et prix. Aux États-Unis, si on veut de la qualité, c'est presque inaccessible. C'est inaccessible pour un jeune artiste. Moi, je voulais pas travailler à moindre qualité, donc j'ai fait la part des choses sur certaines œuvres où j'avais pas le choix. Je travaillais avec eux et j'ai adoré ce que j'ai appris là-bas parce que j'ai appris tout un vocabulaire. Ils ont une manière de travailler complètement différentes des fonderies d'art avec lesquelles j'ai travaillé ici. Il y a des choses que j'ai trouvées là-bas que je n'ai pas trouvées ici aussi. Voilà, donc je crois que c'est même essentiel pour toute personne jeune dans sa construction à un moment donné, non pas seulement de voyager, ça, c'est clair, mais de partir vivre à l'étranger. J'aurais adoré vivre à Mexico City. J'ai passé beaucoup de temps pendant différents projets que j'ai fait là-bas, dont l'armée de Terracotta Daughters que j'ai amené au musée Diego Rivera à Nahuatl. J'ai construit avec des artisans un temazcal à l'arrière du musée, en terre crue, etc., etc. Le fait de vivre dans un autre endroit, moi ça a été New York et c'est génial et c'est banal et c'est une histoire de l'art là-bas assez dingue, mais il y a plein d'autres endroits dans le monde, comme Mexico City, comme tant d'autres endroits. Et vous parlez anglais déjà ? Je baragouinais. Ouais, un petit peu, même pas tant que ça en fait. Vous êtes partie quand même. Je pensais parler anglais en fait. Et je pense que j'ai passé 1 an ou 1 an et demi à me faire difficilement comprendre et surtout à ne rien comprendre à certains dîners s'il y avait que des Américains. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Bah ouais, mais ça n'a pas l'air de vous traumatiser. Ah non, ça a été plutôt rigolo. Ouais. C'est comment l'avenir pour vous ? C'est possible de répondre à une question comme ça ? C'est où ? C'est avec quelle matière en ce moment ? Même si on parle des 6 prochains mois, il y a une matière en ce moment qui vous parle plus ? La terre crue. Ok. La terre crue, puisque
Grâce à Rami Fischler, qui est un designer dont j'adore le travail, j'ai été mise en contact avec Amaco, qui est donc un centre de recherche spécialisé sur la terre crue qui est vers Lyon. Ouais. On a commencé avec Franck Barboiron, qui est un artisan qui travaille à mes côtés depuis maintenant 2 ans, mais que je connais depuis plus de 10 ans, puisqu'il travaille avec la fonderie d'art avec laquelle je bosse. Du coup, on a en fait étudié ce nouveau matériau pour pouvoir l'adapter à certaines de mes sculptures et aux moules que Franck réalise. Franck est vraiment un maître mouleur, donc j'ai trouvé un complément. J'adore mouler, mais il a une telle technique. Il a fait une formation de tapissier, lui, à la base. Il vit en Auvergne, il a appris tout ça là-bas et il a vraiment développé des techniques de moulage à travers les années qui sont assez impressionnantes. Voilà, donc ça c'est une belle collaboration typiquement. Et pourquoi la terre crue est une nouvelle matière ? C'est peut-être une question idiote. Mais la terre crue, c'est pas du tout une nouvelle matière, c'est une matière plutôt justement antique. Mais c'est comment revenir aux matériaux qui existaient déjà et les transformer un petit peu pour pouvoir les adapter à aujourd'hui, tout en réfléchissant justement comment utiliser le moins possible des matériaux comme de la résine, parce que j'utilisais pour ce type de sculpture de la résine acrylique, et pas question pour moi d'utiliser de toute manière un autre type de résine, mais j'aimais pas l'idée de la résine acrylique, même si elle est pas mauvaise pour l'humain à utiliser, je l'ai utilisée pendant des années, pas tellement pour des sculptures, plutôt pour les coques des moules. Mais il y a un truc qui est du domaine de l'environnement, on sent qu'il y a un truc qui est pas juste. Et donc on cherchait avec Franck un matériau qui serait une sorte de... On est parti sur le béton d'abord, puis on s'est rendu compte que le béton, même à notre petite échelle, c'était quand même pas ce qu'il y avait de plus sustainable, et puis respectueux de l'environnement. De plus respectueux de l'environnement. Et du coup, on a commencé ces recherches de terre crue, et en fait, c'était comment trouver des moyens de faire un béton de terre. Donc de réussir à faire une sorte de terre crue, mais qui n'ait pas forcément besoin d'un toit ou d'une base en pierre, et qui pourrait tenir en extérieur comme du béton le ferait, mais en utilisant le moins possible à la fois de sable et de ciment, etc. Le maximum de terre crue. D'accord, donc ça c'est votre projet, c'est votre jeu en ce moment. C'est mon jeu, mais c'est surtout que j'apprends constamment parce qu'en fait je travaille avec des architectes pour ça, je travaille avec des ingénieurs, je travaille avec des artisans, donc c'est un savoir-faire que Franck en même temps que moi on apprend en parallèle, et aussi je développe du coup des projets que j'avais en tête depuis longtemps à plus grande échelle, comme un projet d'une sculpture monumentale dans laquelle on peut rentrer dans le ventre, qui serait faite en terre crue, sur laquelle on travaille actuellement. Et j'ai fait rencontrer un architecte américain qui s'appelle Snøhetta, qui sont basés à la fois à New York, en Suède, qui sont des architectes, on va dire, à très grande échelle, qui font beaucoup de béton, même s'ils cherchent à être très respectueux de l'environnement. C'est vraiment des chercheurs, mais des architectes XXL. Et à côté de ça, je leur ai fait rencontrer un architecte qui est spécialisé dans la terre crue, qui est d'origine péruvienne, Wilfredo Carezas, et qui, lui, travaille au Mali pour aider à la reconstruction de la mosquée de Mopti. Donc c'est des échelles complètement différentes, mais c'est comment justement faire rencontrer presque 2 mondes qui pourtant ont le même squelette, l'architecture, mais pour inspirer peut-être aussi le monde de l'architecture à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement. Et dans ce que vous racontez, dans l'échelle des projets que vous développez, on sent aussi votre talent de meneuse d'hommes, de chef d'entreprise, de productrice. Il y a toute une dimension des choses qui s'apprend pas vraiment à l'école, sur laquelle vous êtes, de mon point de vue, j'ai l'impression assez exemplaire. Vous aimez ce côté-là des choses, de votre travail ? Alors je sais pas si c'est un talent, mais en tout cas c'est une nécessité, ça c'est clair, et je l'ai appris au fur et à mesure. Et voilà, c'est plutôt Vous n'avez pas le choix, faut le faire. C'est un rôle un peu de géomètre, en fait, c'est plutôt ça, c'est la boussole intérieure vers où on va, comment, avec qui, et ce qu'on sait pas faire, avec qui on le fait pour justement, et puis surtout des gens qui ont à la fois de la tête mais aussi du cœur, parce qu'on a envie de travailler avec des gens qu'on aime. Je travaille avec beaucoup d'amis, en fait, c'est aussi ça. Oui, c'est une partie, la production, par exemple, qui me passionne. C'est-à-dire d'aller créer cette armée et de lui faire un tour du monde, ou même le projet Holy Daughters ou Holy River que j'ai fait en Inde, où je fais une sculpture de 5 mètres de haut, on fait une procession à travers les rues de Calcutta
Calcutta et je dois trouver les artisans, je dois trouver la famille de Calcutta avec laquelle collaborer pour être dans le respect des codes de la procession où j'inclus ma sculpture. Tout ça, c'est des choses qui me passionnent parce qu'il y a une part d'anthropologie, de sociologie, de recherche. La base de recherche, par exemple, qui est d'aller rencontrer des spécialistes, là où moi je suis pas du tout spécialiste, que ce soit des généticiens, que ce soit des anthropologues, que ce soit des artisans spécialisés dans leurs matériaux, ça aussi c'est quelque chose qui me nourrit au fur et à mesure. Et après, le fait qu'aucun projet ne se ressemble, c'est fatigant d'une certaine manière, mais c'est passionnant. Faut tout recommencer à chaque fois. Faut tout recommencer à chaque fois. Mais ça. Au fur et à mesure des années, il y a quand même des choses, on se rend compte que peut-être on a des petites obsessions parce qu'il y a des choses qui reviennent constamment. Ou des passions, voilà. On va finir en parlant juste de la mobilisation Sauvons les métiers d'art parce qu'on s'est retrouvés notamment dans le forum qu'on a organisé là-dessus avec la diminution des heures d'atelier dans les formations métiers d'art justement. Et si vous avez accepté à participer à ce forum, je pense que c'était pour dire que c'était important pour vous de maintenir les heures d'enseignement en atelier dans les formations métiers d'art. Ah, complètement. Pour moi, 16 heures ne suffisaient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même la colonne vertébrale de cet apprentissage. S'il y a des choses à développer, c'est plutôt d'ajouter des heures en atelier ou d'ajouter sur ces 16 heures d'atelier du dessin de nu, d'anatomie, etc. De venir aussi ajouter une part peut-être plus poussée de préparation, justement, comme vous dites, à gérer une entreprise. Parce qu'il y a ça un petit peu, même si c'est à toute petite échelle. Moi, je suis sortie de là, je savais même pas quel statut prendre exactement, comment ça marchait. Comment remplir une feuille d'impôt, etc., etc. Donc c'est une part importante aussi quand on sort de l'école, même si elle est loin d'être passionnante et qu'il y a des gens plus doués que d'autres, et clairement c'était pas mon cas. Voilà, cette part-là. Et quoi d'autre ? Je dirais l'anglais, parce que voilà, on vit dans un monde international, qu'on soit artiste ou artisan, c'est super important. L'espagnol aussi, pourquoi pas. J'ai bêtement fait italien, mais j'aurais dû faire espagnol. Et puis aussi peut-être tout simplement la philosophie, l'histoire de l'art, pour s'ouvrir l'esprit, pas seulement aussi qu'à l'histoire des meubles. Moi, j'avais beaucoup d'histoire du mobilier. J'aurais aimé avoir plutôt une histoire des civilisations, une histoire de l'art à plus grande échelle. Prune Nourry, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous avec sa baguette magique ? C'est-à-dire ? Je sais pas, est-ce qu'il faut qu'elle vous fasse pousser une montagne de terre crue à côté de votre atelier de New York pour pouvoir tranquillement travailler de là-bas sur vos projets, sur votre matière en attendant de revenir ici ? Est-ce que c'est un nouveau projet qui est financé, qui vous permet de partir à l'autre bout du monde ? Ce que vous voulez. Il y en a beaucoup des souhaits. Il y en a beaucoup et à la fois je suis comblée. Mais c'est ça, vous êtes dans un joli moment de votre carrière. Là, vous avez beaucoup de... J'ai l'impression, vous avez une belle visibilité, vous êtes reconnu dans votre travail. Enfin là, on a l'impression que les choix que vous avez faits ont été validés par le marché, par la presse, par le public. Vous le ressentez comme ça, vous ? Il y a un projet sur lequel on travaille actuellement et qui est très actuel, qui est en fait la vente des flèches du bon marché au profit d'un livre. C'est-à-dire qu'on souhaite donner plus de 30 livres par femme qui passent à travers un cancer du sein, à travers des associations, que ce soit Institut Raphaël, Institut Curie, voilà. On vend donc ces flèches entièrement à ce profit-là. Ça, c'est vrai que c'est pour moi un souhait, c'est de réussir à vendre le maximum de flèches pour pouvoir donner le maximum de livres à travers ces institutions. Alors nous, on en a déjà acheté 7 au Craft Project. La classe, merci. Et on continue, et donc évidemment, c'est une très bonne idée d'en parler. Il faut aller sur votre site, Prune Nourry, dans l'onglet Project, et là, on peut acheter les flèches soit à l'unité, soit par 2. Bon, moi, j'en ai fait une fois 2, parce que je voulais en avoir 3. Je trouvais ça trop hyper gentil. Mais c'est pas gentil, c'est magnifique, et puis toute votre démarche correspond totalement aux valeurs que nous, on porte et on a envie de défendre, et puis c'est des magnifiques objets, tout bêtement. Déjà, la première raison de les acheter... J'en ai acheté une pour moi aussi, oui, pour en garder une. Il en reste ? Il reste encore quelques centaines sur 888, donc ça s'est très bien vendu, mais le but étant de toutes les vendre, puisque tout est remis dans cette idée de donner le maximum de livres. Donc c'est juste ma peur, voilà, c'est de me dire, ok, c'est trop bête, moins on en vend, moins de livres on donne. Bien sûr. C'est moins cher qu'une lithographie, c'est comme une édition en fait, comme une sculpture. Et elles sont signées et numérotées. Donc il faut se précipiter, les centaines qui restent, elles sont pour les auditeurs du Craft Project. Merci beaucoup Raphaël. Merci Prune Nourry.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project et sur mon compte Raphaël Métiers Rares. Les 888 flèches qui composent l'installation l'Amazone érogène sur les verrières centrales du Bon Marché sont mises en vente au prix de 270 € l'unité dans un but pédagogique et non lucratif. L'intégralité des recettes sera dédiée à la distribution gratuite du prochain livre de prunes nourries aux Amazones à paraître aux éditions Marabout à l'automne 2021. Avec ce nouvel ouvrage, qui prend la forme d'un journal enrichi de contributions d'experts, oncologues, psychologues, infirmières, pédopsychiatres, Prunes Nourries aimerait déclencher une étincelle d'espoir et de combativité auprès de celles et de ceux qui doivent affronter l'épreuve de la maladie. Pour chaque flèche achetée, plus de 20 Amazones contemporaines recevront un livre gratuitement. Prunes Nourries cédera également l'intégralité de ses droits d'auteur à l'opération.